Jean-Luc Giribonne, vous publiez un livre intitulé « Qu'est-ce qu'un homme de vérité ?» C'est un livre absolument remarquable, extrêmement riche, qui pose des tas de questions, qui fait énormément penser, et je suis heureux de pouvoir m'entretenir avec vous de certains des points que soulève ce livre. Nous sommes en 2017, et 2017, ce n'est pas n'importe quelle année, c'est l'année de l'élection aux États-Unis du président Donald Trump, connu pour ce qu'on appelle, en anglais, ces fake news, c'est-à-dire les informations fabriquées, trafiquées, et les faits alternatifs, qui sont de purs mensonges, bien évidemment. Et la question que je voulais vous poser, étant donné ces circonstances, c'est est-ce qu'au fond, ce qui se passe autour de Trump, est-ce que ce n'est pas au fond la réponse du berger à sa bergère, c'est-à-dire une réponse corrompue à la thèse qui était si importante dans la pensée française des années 60, 70, 80 et qui a émigré aux États-Unis, à savoir que toute vérité est relative. Toute vérité est relative. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'au fond, il n'y a pas de différence fondamentale entre le vrai et le faux, que peut-être, comme Pascal le disait, vérité en deçà des Pyrénées, fausseté au-delà? Est-ce que lorsqu'on pousse cela, on n'aboutit pas nécessairement au royaume des faits fabriqués et des faits alternatifs? Moi, je dirais qu'il y a plusieurs réponses parce qu'il y a plusieurs niveaux. D'abord, le premier, au-delà du cas que vous citez, c'est qu'effectivement, on est confronté en très grande partie au monde du toc, du bidon, de la fausse information. J'irais même plus loin, des performances qui se veulent originales et qui ne le sont pas, des discours qui se veulent renversants et qui sont banals, etc. Et qu'on a de plus en plus de mal, et moi c'est ça qui me frappe, c'est un monde où on a de plus en plus de mal effectivement à faire la différence entre le bon grain et l'ivraie. Les critères à partir duquel les faire semblent se dérober. Et là vous avez tout à fait raison de citer effectivement un des éléments fondamentaux de notre modernité, alors en effet, qui s'est incarné dans ce qu'on appelle aux États-Unis la French Theory, mais qu'on trouve un peu d'une manière générale, c'est ce qu'on pourrait appeler une critique de la vérité, au sens fort du terme critique. La notion de vérité a été soumise à un examen tout à fait radical et effectivement qui a donné une force. C'est déjà le cas depuis longtemps, vous citiez Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, etc. Bon. Mais je pense qu'effectivement, avec le renfort de la sociologie, de la psychanalyse, du marxisme, etc., on a insisté de plus en plus sur, finalement, pour le dire en gros, les raisons qui font que quelqu'un tient un discours, la situation à partir de laquelle il le tient, etc. Et donc tout ça fragilise évidemment la possibilité de référer ce qu'il dit à une aune qui permettrait de dire c'est vrai ou c'est faux. À une époque, si vous me permettez, on disait d'où parlez-vous? Voilà, d'où parlez-vous? Et donc c'était une vérité toujours située. Voilà, exactement. Alors moi je pense qu'il y a quelque chose de fondamental là-dedans. C'est-à-dire que je suis très adepte de, comme vous l'avez sûrement remarqué, de la formule pascalienne du renversement du pour au contre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit ça, il ne s'agit pas de dire ben non, c'est pas vrai, justement, c'est faux. Parce qu'au fond, c'est vrai. Au fond, c'est vrai qu'il y a des vérités relatives. C'est vrai que chacun a sa vérité, pour reprendre le titre bien connu de la pièce de Pirandello. Ce que j'essaye de montrer, c'est que cette profusion des points de vue entre lesquels il devient de plus en plus difficile de effectivement faire un tri, renvoie comme mon négatif à l'espérance d'un monde dans lequel on fera ce tri. Au fond de la détresse, il y a quelque chose qui nous appelle vers du vrai. Et c'est ce vrai, non pas antérieur à la constatation de la relativité, mais postérieur, qui accepte cette constatation et qui néanmoins essaie de s'établir, c'est cette vérité-là, approfondie, réfléchie, advenant après l'acceptation de la critique du relativisme que j'essaye de faire émerger. En réalité, c'est ça, moi je pense qu'il faut opposer à un certain excès, disons, de la critique de la vérité, c'est qu'il est impossible de renoncer à la notion de vérité. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma thèse. En fait, personne n'y renonce. Dans le même sens, vous insistez à juste titre, c'est même un chapitre de votre livre,
sur la question de l'artificiel, qu'on peut interpréter comme non authentique, etc. Mais l'artificiel qui peut être au service de la vérité. Et il y a des exemples qui sont formidables qui sont pris dans votre livre. Une des façons d'y voir clair dans des problèmes effectivement qui deviennent très vite très complexes, je voudrais partir de là, si vous permettez. C'est un peu des éléments fondamentaux du livre. C'est la distinction linguistique très connue, hein, mais dont on ne mesure pas assez la portée entre l'énoncé et l'énonciation. On s'aperçoit que quand on parle de mensonge, de sincérité, d'hypocrisie, voire d'authenticité, d'inauthenticité, on parle parfois au niveau de l'énoncé, de ce qui se passe au niveau de l'énoncé, parfois de ce qui se passe au niveau de l'énonciation. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un message, on va distinguer donc le contenu, hein, ce qui est dit très concrètement, par exemple « Pierre est venu me voir », du fait qu'il y ait eu message, du fait qu'un énoncé ait été produit, du fait que j'ai dit, des conditions dans lesquelles j'ai dit « Pierre est venu me voir ». Qui suis-je pour l'avoir dit? Dans quelle situation ça a été dit? Quel effet ai-je voulu produire en le disant? Pourquoi l'ai-je dit? Etc. Cet élément, ce registre, pardon, on va l'appeler l'énonciation et on va l'opposer au registre de l'énoncé. Je donne un exemple. Le discours de l'homme politique. Pourquoi le discours de l'homme politique? On se demande depuis que le monde est monde si l'homme politique est sincère ou pas. En gros, est-il sincère? Il a l'air sincère, il ne l'est pas, bon, etc. Et alors maintenant, ils le savent, parce que le conseil de communication leur ont dit, donc ils paraissent sincères, ils veulent paraître sincères, donc ils disent, voilà, je pense que, etc. Mais le problème ne fait que reculer d'un cran. Parce que pourquoi ça sonne un peu faux, tout ça, finalement, aux yeux, ou plutôt à l'oreille de l'auditeur? Pas à cause de l'énoncé, mais à cause de l'énonciation. Ça s'explique très bien en termes d'énonciation. Ce n'est pas l'énoncé qui est faux, peut-être qu'ils le pensent vraiment, en fait. Peut-être que quand ils le disent, ils le pensent, très souvent ils le pensent. Moi je crois plutôt honnête, non? Mais au plan de l'énonciation, il y a quelque chose qui fondamentalement est inadéquat, c'est qu'on nous fait passer pour de l'opinion personnelle, ce qui est en fait un discours convenu, décidé dans un parti, définissant une ligne, etc. Et ce décalage, l'auditeur le ressent très bien. Donc c'est là qu'il y a quelque chose qui ne relève pas de la sincérité, mais qui relève de quelque chose d'autre, bon, qu'on pourrait appeler par exemple l'authenticité. Alors vous avez d'ailleurs une équation qui est en fait une analogie au sens d'Aristote dans votre livre. L'exactitude est à l'énoncé, c'est-à-dire le caractère de vérité de l'énoncé est à l'énoncé, ce que la justesse ou l'authenticité est à l'énonciation. Le bon acteur, est-ce qu'il éprouve ses émotions? C'est la position classique, enfin la position classique du problème. Est-ce qu'il ne les éprouve pas? Est-ce qu'il les simule? C'est la paradoxe sur le comédien de Diderot, etc. Bon, est-ce qu'il les revit, etc. Bon, qu'en est-il de sa sincérité, etc. Et là, je parle longuement de Peter Brook et de Grotowski, qui ont beaucoup réfléchi là-dessus, et qui montrent que finalement, l'acteur, le problème de l'acteur, c'est au fond pas de savoir ce qui se passe dans son intériorité. Il ne faut absolument pas partir de là. La vraie question, c'est de savoir si finalement la performance, au fond c'est le terme de performance moi, qui me paraît assez justifié, va être authentique ou pas. Et donc tout l'apprentissage de l'acteur selon Grotowski, c'est pas de trouver sa sincérité, la sincérité telle qu'elle existait avant la performance, c'est de trouver l'authenticité de la performance au moment où on la joue, ce qui est une autre problématique, mais tout à fait intéressante. Bon. Et donc en fait, c'est cela qui est finalement la vérité de l'énonciation. C'est cette vérité de la performance elle-même, autrement dit, qui correspond au sonnet juste ou au sonnet faux. Vous avez la justesse. La justesse, voilà, la justesse exactement. Moi j'oppose J. des Proust, la question n'est pas de savoir si il faut être sincère, pas sincère, si on l'a vécu, pas vécu. Bon, c'est pas ça le problème, ça c'est la question de la sincérité gidienne. La question c'est de savoir si ce qu'on écrit est vrai ou pas. Voilà. Et ça, c'est la vérité proustienne. Voilà. Je voudrais aborder une autre dimension qui joue un rôle très important dans votre livre, qui est la réflexion psychanalytique. Et en particulier autour, mais pas seulement, de Lacan.
Au fond, la psychanalyse, c'est comme une mise en scène théâtrale. Dans une mise en scène théâtrale, quand on lit Candy Brook, on ne sait pas à quoi on va advenir. Ça advient par l'improvisation et on se dirige peu à peu vers quelque chose qui après s'impose, effectivement, mais qu'on ne savait pas. Dans une psychanalyse, Lacan insiste beaucoup là-dessus, ce n'est pas une initiation, on ne va pas vers une vérité qui était déjà écrite et qu'il faudrait découvrir, on va vers une vérité qui advient en se disant et qui finalement n'était pas connue du patient et n'était pas connue non plus du psychanalyste. C'est pour ça que Lacan l'appelle le sujet supposé savoir. De la même manière qu'un chemin différent dans une mise en scène aurait pu faire surgir un autre Hamlet, un autre Don Juan, un autre misanthrope, eh bien, un autre chemin pourrait faire advenir autre chose. Alors comment c'est conciliable? C'est conciliable parce que, eh bien, ça nous ramène à une phrase de Lacan très souvent citée, on ne peut que mi-dire la vérité. La vérité est toujours partielle. Le parcours d'une psychanalyse a amené l'émergence d'une partie de la vérité, de cette partie-là. Finalement, c'est la partie qui convient au patient. Oui. Dans sa vie, dans les problèmes qu'il est en train de rencontrer, qui crée en lui un accord avec lui-même et donc un bien-être, et donc il fait que c'est là qu'il va s'arrêter. Je crois qu'au fond, ma vérité, c'est le lieu à partir duquel je rends le son le plus intéressant. Le son le plus intéressant pour moi et le son le plus intéressant pour l'autre. Et ça, ce son-là, on l'entend chez l'autre. C'est-à-dire que n'importe qui entend que quelqu'un sonne juste ou sonne faux, est authentique, ne l'est pas. Et il y a deux éléments très concrets, je trouve, qui signalent ça. Le premier, c'est qu'on ne s'ennuie plus. Face à quelqu'un qui est dans sa vérité, je ne m'ennuie pas. Oui. Face à quelqu'un qui est dans sa fausseté, j'ai une impression immédiatement de déjà entendu, de déjà lu, etc., qu'on a en général, qu'on a très souvent, de doxa, etc. Et puis le deuxième élément, je trouve, c'est qu'il est beaucoup plus surprenant et rarement souligné, c'est que du coup, ça me laisse un espace. C'est-à-dire que la notion si importante et si toujours mise en avant de est-ce que je suis d'accord, est-ce que je ne suis pas d'accord, etc., brusquement, voilà qu'elle devient presque secondaire, parce que j'ai un accord avec lui qui est plus profond que mes désaccords éventuellement. Et cette impression-là, très originale, je trouve qu'elle n'est pas assez soulignée. Il m'arrive d'être d'accord avec qui je ne suis pas d'accord et d'être en désaccord avec qui je suis d'accord. Vous maniez le paradoxe constamment, vous aimez le paradoxe. Oui, mais c'est vrai, en partie. Mais ces paradoxes, oui, j'aime beaucoup le zen. Oui. Le zen, par exemple, prenons, disons un mot passage, parce que j'en parle quand même pas mal. Hein. Bon, oui. C'est une référence très importante pour moi, de plus en plus je vieillis. Bon, le zen pousse ça jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est dans la mesure où finalement, quand on arrive au vrai, eh bien, au fond, le vrai n'est plus dissible par une sorte de quelque chose qui prétendait être une description de ce qu'il est. Il est dissible par une espèce d'absurdité, de geste, de coup de pied que donne le maître zen, c'est très connu, ou alors une sorte de constatation déceptive comme ce disciple qui, finalement, devant son maître, qui s'appelait, je crois, Wang Pei, brusquement dit, au moment de l'éveil, finalement, il n'y avait pas grand-chose dans votre bouddhisme. Bon, ce qui est extraordinaire, et le maître éclate de rire, comme je viens de le faire, et voilà. Jean-Luc, vous consacrez des passages extrêmement clairs et très importants pour votre thèse au théâtre. Et non seulement au théâtre, les pièces écrites, mais à leur mise en scène. Hein, et c'est là qu'on voit qu'on passe de l'énoncé à l'énonciation. Je parle longuement de Peter Brook, de Grotowski. Voilà. Et en particulier, vous consacrez des passages formidables, si je peux dire, à ce chef-d'œuvre de Molière qui est le Misanthrope, qui illustre, selon vous, le cas d'un attachement obsessionnel à la vérité jusqu'à la maladresse, écrivez-vous. Bon, est-ce que vous pourriez développer ce point ? Le Misanthrope, c'est presque une étude expérimentale sur l'entreprise, je vais dire le vrai. Oui. Pourquoi ça ne marche pas finalement? Quelle est la limite de cette entreprise? Qu'est-ce que montre la pièce? Alors, j'en parle assez longuement, je ne vais pas tout dire. Et Lacan dit ceci, sa cécité, sa folie, c'est de ne pas voir qu'il est lié
désordre qu'il dénonce. Et ça, je crois que c'est fondamental, c'est très important. C'est-à-dire, en fait, il ne comprend pas, il ne veut pas voir que sans sa dénonciation, il n'y a plus rien. C'est ce que Célimène nous dit avec toute son intelligence. Célimène en fait un ridicule de cour comme les autres. Elle fait son portrait comme elle a fait celui des autres marquis. Il devient un ridicule de cour, celui qui dit la vérité. Une sorte de marionnette qui dit la vérité. Il est lié, il a construit ce qu'il est, finalement, dans ce dire de la vérité à une société dont il est clair qu'elle ne pourra pas l'accepter. Eh bien, ce lien dans lequel son authenticité, finalement, échoue, qui fait échouer son authenticité, ou plutôt le fait de ne pas voir ce lien, ce qu'il a fait échouer, c'est une manière de saisir très exactement et très précisément ce que c'est que le moi, ce que c'est que l'ego. C'est comme si on pouvait presque isoler chimiquement l'ego. C'est son ego, son moi, qui se construit ainsi et qui empêche le dire du vrai, finalement, de provoquer un effet d'authenticité qu'il aurait s'il était arrivé à transpercer cette carapace. Oui. L'image qui me vient à l'esprit, c'est l'image de paroi qui réverbère la lumière du vrai et qui finalement l'empêche de sortir. Il est au fond prisonnier de son moi, son procès, il pourrait essayer de le gagner, il veut le perdre. Quand Célimène attend enfin un discours vrai, au lieu de tenir ce discours vrai, il lui propose une chose absurde de l'accompagner dans son désert. À cet imbécile d'Oronte, il dit ce qui ne peut que blesser Oronte, etc. Sa maladresse est en fait un effet de son moi. Jean-Luc, dans votre livre vraiment magnifique, il y a un passage savoureux, je dirais, sur l'artifice au théâtre. Nous parlons de l'artifice au service de la vérité parfois, et en particulier sur la mise en scène qu'a donnée Peter Brook du Roi Léar de Shakespeare. Si vous pouviez nous expliquer cela. Alors, je parle effectivement beaucoup de Peter Brook et de Grotowski parce que dans les deux cas, il y a une réflexion très profonde sur comment le théâtre peut-il rejoindre la vérité, comment la vérité peut-elle apparaître au théâtre. Et cette question, elle est suivie jusque dans ses méandres les plus, par les deux, et notamment par Brook, les plus subtils. Et je donne un exemple qui m'avait beaucoup frappé. Qui est l'exemple d'une recherche de mise en scène donc, de Peter Brook, effectivement sur le Roi Lear. Et le problème était le suivant, donc, comment représenter l'orage qu'il y a donc, dans le Roi Lear, vous vous souvenez. L'orage réel est un peu ridicule parce que ça ne se passe pas dans la réalité. Évidemment, ça se passe dans un autre lieu qui est un lieu théâtral, donc voir vraiment des éclairs, la foudre, etc., elle a mis du ridicule. Inversement, alors aller à l'extrême, à l'autre extrême, c'est-à-dire il y avait pensé des panneaux sur lesquels il y aurait quelque chose comme ceci est un orage, pour pousser la distanciation jusqu'au bout. Au fond, sonnait également faux. Ce qui est intéressant, c'est que, et ça nous ramène à la question que vous avez posée sur le vrai, on voit très bien que pourquoi c'était faux, parce que tout simplement ça sonnait faux. Et ça montre que, effectivement, la vérité qui doit advenir, elle appartient à un champ, à une région d'être que la mise en scène est en train de construire, dont on pourrait dire qu'elle est ni réaliste, c'est ridicule, ni non plus complètement conventionnelle, c'est également ridicule et inadéquat. Elle est très subtile. Or, c'est ça que la mise en scène doit faire parvenir. Après une très longue recherche, il aboutit à la conclusion, et effectivement qui marche parfaitement, que, au fond, il faut montrer tout simplement sur la scène l'instrument qui fait le bruit et qui imite le bruit. Et cet instrument, on va voir quelqu'un donc agité, ou je ne sais plus ce que c'est, peu importe, l'instrument en question qui crée le bruit. Et donc brusquement, effectivement, là, ça sonne juste. C'est-à-dire, c'est ce qui correspond, pourquoi ça sonne juste, parce que c'est adéquat à l'espace théâtral shakespearien. De même que certaines performances
Je pense par exemple à une autre que je cite, qui est une performance verbale, cette fois-ci, que j'aime beaucoup, c'est la fameuse phrase de Dali, souvent citée, la gare de Perpignan est le centre du monde. Alors c'est donné comme une sorte de preuve, de folie. Comme vous savez, Dali a dit, la seule différence entre un fou et moi, c'est que moi je ne suis pas fou. et cette phrase le montre exactement, c'est-à-dire que c'est à la fois absurde et fou, c'est comme un énoncé zen, un koan zen, mais ça l'est pas du tout. Ça veut dire en fait, qu'est-ce qui se passe si je décide qu'un lieu que je choisis comme ça, la gare de Perpignan est le centre du monde? Ben, mon monde se réorganise. C'est un nouveau monde dans lequel j'entre. Mais alors c'est quoi un monde? C'est quoi un centre? Et ces questions sont vraies. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont cru que c'était littéralement vrai, sont allés à Perpignan voir la gare en se disant c'est le centre du monde. Sans éprouver néanmoins ce que Dali avait éprouvé. Parce que si on en croit Mandali, il a eu une sorte de, enfin il le décrit même avec son humour habituel, il a eu une sorte d'élimination mystique en allant aux toilettes, qui s'est exprimée par la phrase « je pisse au centre du monde ». Un élément, peut-être une phrase peut-être apparemment factice, apparemment fictive, apparemment provocatrice, et en fait, si elle provient d'une authenticité, elle est authentique. Si elle est authentique, elle produit une authenticité. Et je crois que c'est le cas de Dali, et c'est ce qui différencie les performances de Dali ou de David Bowie, que je mentionne aussi, par exemple, on pourrait demander d'autres, de certaines autres performances qui sont du top. Alors, vous terminez votre livre en feu d'artifice, véritablement, avec une utopie finale qui serait une société d'hommes vrais, mais d'hommes vrais au sens où vous l'entendez, sous l'appellation homme de vérité. Et vous précisez en citant Camus, ce seraient en fait des gens qui ne seraient pas sûrs d'avoir raison. Et c'est en sens que ce seraient des hommes vrais. Alors si vous pouviez développer un peu cette idée qui me paraît lumineuse, enfin. Utopique, évidemment, comme vous le dites vous-même. Alors j'ai inventé à la fin une utopie finale, un peu comme Fourier parle de ces sociétés, une compagnie, une société, etc., qui se définit non pas par les opinions, les ceci, les cela, mais par au fond, un rapport à ce qu'on dit, un rapport à ce qu'on pense, un rapport à ses opinions, un rapport à ses convictions, que Camus a signalé. C'est Camus qui a dit, donc j'aurais aimé adhérer à un groupe des gens qui ne sont pas sûrs d'avoir raison. Et je trouve que, effectivement, c'est une façon incroyablement adéquate de désigner le visage du vrai. Pourquoi? Parce que, d'une part, si je ne suis pas sûr d'avoir raison, eh bien, ça prouve qu'il y a un espace entre je et mes opinions. Et c'est un des thèmes du livre. Je suis beaucoup plus intéressant que mes opinions. Beaucoup plus intéressant que mes opinions. Mes opinions, elles sont partielles, elles sont en partie stéréotypées, elles viennent de ce qu'on m'a dit, etc. Ma vérité, c'est bien plus étrange, c'est bien plus étonnant. Donc par rapport à mes opinions, ça ne veut pas dire que je les renie, bien entendu, du tout, mais j'ai une certaine distance, c'est ce qui implique que je ne suis pas sûr d'avoir raison. Deuxièmement, parce que la vérité est incomplète, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle est toujours à chercher. La vérité ne peut être définie autrement, c'est une des thèses du livre, comme la recherche d'elle-même. Elle est donc un espace paradoxal où la recherche vaut pour ce qui est finalement trouvé. Eh bien, votre livre, par sa complexité, sa subtilité, nous change de la manière dont les philosophes analytiques d'aujourd'hui définissent la vérité. C'est une définition qui est justement appelée déflationniste, réduite au minimum, et qui date de Frege en particulier, du grand mathématicien allemand Frege. C'est que la proposition « la neige est blanche » étant mis entre guillemets, puisque c'est une proposition, la proposition « la neige est blanche » est vraie si et seulement si la neige est blanche, sans guillemets. Votre livre, par sa brillance, nous change de cette platitude.